Donc, une petite heure et demie ensemble, enfin, on verra bien. En gros, on a prévu un petit temps de rencontre au début de discussion entre les trois intervenants, et puis il y aura à la fin des questions-réponses si vous voulez. Ceux qui sont là, on a amené plein de BD, donc si vous avez un peu de temps après, on pourra feuilleter, en discuter. Et ceux qui ne sont pas là, de toute façon, moi, à la fin, je vais vous renvoyer une bibliographie. Baptiste et Sandrine, notamment, m'ont envoyé un peu leur coup de cœur, que ce soit BD documentaire, reportage. On se disait, pour ceux qui n'en ont peut-être jamais lu, moi aussi, je vais mettre quelques coups de cœur, peut-être Chloé aussi. On vous renverra ça pour, voilà, pour voir un peu par où commencer, si vous voulez commencer. Enfin, voilà. Donc, et puis aussi quelques liens peut-être d'articles, etc., si on parle de choses. Donc, on est là pour parler du BD reportage, qui, alors, c'est vraiment une rencontre, donc, moi je vous dis des trucs, je ne suis pas une spécialiste, mais ça a été lancé dans les années 90, avec notamment les précurseurs comme Joe Sacco, Étienne Davodo. Vous avez des bouquins qui sont ici. Voilà. Et c'est vrai que depuis 10 ans, c'est un genre qui explose, moi je dirais. Je sais que là, cet été, j'étais dans une BD fugue à Annecy, à discuter avec les libraires. Je cherchais le livre de Sandrine, parce que dès que je vais dans une BD, dans une librairie, je cherche les livres des copains, tu vois. Et la libraire me disait, depuis 5 ans, mais on a plein de BD documentaires qui sortent. BD reportages, BD documentaires. Donc c'est vraiment un genre qui explose, que ce soit dans des revues. Donc Baptiste va nous parler de la revue dessinée, qui est clairement une référence dans le domaine. Aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les revues qui se lancent ont un BD reportage. Par exemple, il y a la Déferlante là ici. C'est trimestriel. Voilà, un truc sur les révolutions féministes. Je pense qu'ils sont au 3e ou 4e numéro. Il y a du BD reportage dedans. Enfin, voilà, donc il y a vraiment les précurseurs que sont la revue dessinée 21 aussi, où il y avait du BD reportage depuis longtemps. Il y a Topo, donc Baptiste va pouvoir nous en parler, parce que maintenant, ces 3 revues-là sont dans le même groupe. Et puis aussi, toutes les nouvelles revues, maintenant, ont du BD reportage beaucoup. Donc, il y a à la fois ça, et puis vraiment, ce qu'on va appeler plus peut-être BD documentaire, roman graphique. Il y a 10 ans, on avait ça aussi, qui sont, par exemple, là, vous avez le livre de Baptiste qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines, je pense. 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé. Vous avez les livres aussi de Sandrine, j'ai vu les sous-coups. Mon bon point dans ta gueule, je vous le montre, parce que c'est tout frais, ça sort, c'est sorti demain. Ça sort demain, donc vous l'avez en avant-première. Donc là, on est vraiment sur des choses plus longues, quoi. La revue dessinée, Baptiste nous dira, je pense que vous montez quand même jusqu'à 30-40 pages, alors que là, on est sur des romans qui vont aller jusqu'à 120-150 pages. Donc voilà, on a tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr en ce moment, c'est qu'il y a vraiment un gros engouement autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire cette rencontre avec Chloé, pour, voilà, nous, ça nous intéresse forcément, et de comprendre en tant que journaliste et auteur BD, comment on peut en faire, parce que c'est pas la même chose, enfin voilà, comment on peut travailler ensemble, sur quel support. Et puis ici à Rennes, on a une revue rennaise qui s'appelle La Vilaine, donc Chloé nous en parlera, elle l'a co-créée avec des auteurs rennais. Et c'est vraiment, on va dire, un laboratoire où si des auteurs ici, des journalistes veulent tester ce format, ça peut être une bonne carte d'entrée pour commencer. Ce qu'on a fait avec Sandrine. Puisque dans le 2, on a publié un des reportages sur le confinement, sur le planning familial pendant le confinement. Voilà, en tout cas. Donc, on accueille donc Baptiste Boutier, qui est rédacteur en chef adjoint de la revue dessinée depuis quelques mois. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, Sandrine Quérion, qui est à côté de moi, qui est auteure de J'ai vu les sous-coupes et Mon bon point dans ta gueule. Et Chloé Gouiner, co-auteure, réalisatrice, journaliste et co-créatrice de La Vilaine. Que comme nous tous, elle fait 1000 trucs. Tiens, merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, peut-être avec toi, Baptiste. Là, je pense que dans la salle, on a vraiment des gens qui découvrent peut-être le genre. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu peut-être la revue dessinée et puis nous dire c'est quoi le reportage? La question est vaste. Hein. On n'a pas ton son.
c'est vrai que c'est mieux si je mets le micro. Merci déjà pour l'invite, pour avoir permis d'organiser ça. Et puis j'espère que la liaison sera bonne aussi. Moi, des fois, je sais pas, ça brouille un peu et je ne sais pas si ça vient de mon côté ou du vôtre. On va voir. Alors, la revue dessinée, j'en ai un là, voilà, c'est le dernier qui est sorti. Donc, il y en a qui ne connaissent pas, peut-être. C'est un trimestriel entièrement en bande dessinée, enfin presque entièrement en bande dessinée. Il y a un peu de texte aussi, quand même, on triche, mais c'est quand même essentiellement de la BD. Ça fait 8 ans que ça existe. Voilà, à la base, ça a été créé plutôt par des auteurs de BD, en fait, par des scénaristes, des dessinateurs, qui trouvaient qu'il y avait un manque, qui avaient envie, en fait, de traiter des sujets d'information, de journalisme en bande dessinée, et qui trouvaient que voilà, il y avait un manque, qu'il y avait peut-être une revue à créer. Et voilà, et petit à petit, du coup, la revue s'est organisée. Là, c'est le numéro 33. On vient de boucler le numéro 34 la semaine dernière et qui sortira dans un mois, dans un peu plus d'un mois, fin novembre, début décembre. Ça se trouve en librairie et en relais, hein. Je fais le truc complet au cas où vraiment il y a des gens qui ne connaîtraient pas. Mais voilà, ça se trouve pas en kiosque, ça se trouve en librairie et en relais dans les gares. Et donc, le concept, vous l'avez déjà un peu exposé, hein, mais c'est du coup d'avoir à l'intérieur, en gros, des enquêtes, des reportages essentiellement, pas vraiment de témoignages, pas vraiment de portraits non plus, mais plutôt vraiment soit du reportage voilà, dans un lieu ou dans plusieurs lieux, mais par exemple, dans le numéro qu'on vient de boucler qui paraît donc dans un peu plus d'un mois, il y a un reportage à Marseille autour du mal logement. Voilà, avec évidemment la question des effondrements des immeubles rue de Bagne, mais en fait, au-delà de ces effondrements, comment c'est un problème endémique à Marseille, et voilà, avec un reportage du coup là-bas, avec des associations qui s'occupent des gens qui sont mal logés, un suivi des procès qu'il y a pu y avoir aussi, des condamnations qu'il y a pu y avoir. Donc voilà cet aspect-là. Et puis des aspects plus enquête. Par exemple, ici, on a, alors bon, c'est le Brisol, ceci étant, c'est aussi un reportage, mais on a des fois les deux se mêlent évidemment, mais voilà, l'idée c'est quand même d'être à chaque fois sur de l'info qui peut exister ailleurs, mais qui est quand même assez, voilà, qui est fouillé, qui est très documenté et qui se veut être un peu unique, quoi. Et en tout cas, en BD, évidemment qu'il l'est. L'idée aussi, je dirais, la question était aussi de définir ce qu'était la BD documentaire ou la BD reportage. C'est une question vaste, mais à laquelle la réponse finalement est assez simple, c'est-à-dire que c'est de faire du journalisme en BD. Mais je dirais que plus précisément, ou disons, peut-être je m'avance un peu et je commence à répondre à des questions qui viendraient plus tard, ou en tout cas à défricher un peu le nœud du truc, mais en gros, une des grandes forces du BD reportage, du journalisme en BD, de la BD documentaire, c'est qu'en fait, par la BD, on va pouvoir permettre à un lecteur, une lectrice, de s'intéresser à un sujet auquel il ne se serait pas forcément intéressé comme ça, de rentrer dans un sujet plus facilement que s'il avait eu à lire des pages et des pages et des pages de texte. Et en fait, parfois, pour des sujets soit longs, soit complexes, soit peut-être un peu arides, soit les trois, on va pouvoir, grâce à la BD, trouver plus facilement un lecteur disponible qui accepte de rentrer dedans, qui va jusqu'au bout du sujet, qui comprend le truc. C'est un retour très fréquent des lecteurs, des lectrices, qui est de dire, franchement, ce sujet, je n'aurais pas lu ça, quoi. Je ne me serais pas dit, tiens, ce sujet m'intéresse, je vais aller lire ce papier. Mais en fait, une planche, deux planches, trois planches de BD, et on rentre comme ça, on se coule dedans. Et effectivement, dans la revue, on est sur des sujets qui font en moyenne 25 planches, jamais plus de 30, d'une petite trentaine, 30, 33, 35, parfois un peu moins de 20. Mais voilà, on est grosso modo sur cette dimension-là, cette distance-là, pardon. Et du coup, on est sur des sujets qui sont quand même assez conséquents. Il y a de la matière, une trentaine de pages, mais ce n'est pas non plus interminable. Et donc, on a quand même relativement de bonnes chances d'arriver jusqu'au bout du sujet sans en avoir déjà marre et sans se dire, bon, en fait, ça m'a saoulé, je passe à autre chose. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la question, mais j'ai essayé de… Et vous avez travaillé pour Topo aussi, qui fait partie du Oui, même groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de Topo? Ou là, on ouais, est tout à fait. sur un positionnement. Oui, qui est comparable. Alors en fait, effectivement, moi je suis rédacteur en chef adjoint de la revue dessinée, mais j'ai la particularité d'avoir jamais signé dans la revue dessinée.
Je n'ai signé que dans Topo avant d'arriver à la revue. Donc Topo, j'en ai un là, c'est pas le dernier numéro, c'est celui d'avant, c'est celui de cet été. Topo, c'est aussi une revue entièrement en bande dessinée, euh, qui est bimestrielle pour le coup, qui sort tous les 2 mois, et qui se veut être quelque chose plus à destination d'un public jeune, adolescent ou très jeune adulte, on va dire. En gros, les moins de 20 ans. C'est un peu à partir de 12 ans et jusqu'à 20 ans, en gros. 20-22. Alors ça, c'est comparable à la revue dessinée en termes d'esprit. Il y a plusieurs différences. Il y a une différence, si vous êtes un peu attentif et amateur de BD, vous trouverez une différence dans le style, notamment des dessinateurs, où on a un style qui se veut plus jeune, plus direct dans Topo par rapport à la revue, où l'identité graphique est un peu plus adulte, même si c'est des catégories un peu bâtardes, hein, mais voilà, donc si on pouvait les résumer un peu maladroitement, on dirait ça. Et l'autre distinction dans Topo, outre que les sujets sont plus courts aussi, parce que pareil, on cible un lectorat plus jeune, donc il y a quand même l'idée de faire des choses qui sont moins longues voilà, on se dit qu'une BD de 35 pages, peut-être que sur un sujet aride, c'est peut-être pas le meilleur moyen de garder un adolescent de 15 ans dans la lecture jusqu'au bout et de vraiment d'être finalement efficace dans ce qu'on veut lui apprendre ou lui faire comprendre, lui faire savoir. Et l'autre, je dirais, dimension de Topo, c'est que c'est plus une revue Alors, il y a aussi du reportage, un petit peu d'enquête et tout, mais c'est quand même beaucoup une revue de décryptage de l'actualité qui est assez pédagogique finalement, en essayant de ne pas être chiante pour autant, mais voilà, d'être un truc un peu de donner des clés d'explication sur l'actualité. Il va y avoir un sujet d'actualité, il va y avoir une tendance dans je sais pas, la pop culture ou dans l'actualité ou sur les réseaux sociaux, enfin tout un tas de choses comme ça. En gros, ce dont on parle en ce moment, Topo va venir essayer de donner des clés de compréhension, d'expliquer pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui sont ces gens dont on parle tout le temps, etc. Pour parler des choses que moi, je connais le mieux, c'est-à-dire ce que j'ai pu écrire dans Topo, j'avais fait un sujet sur un grand sujet. Donc, le plus gros sujet dans Topo, c'est 20 pages, mais la plupart, ils font plutôt une dizaine. C'était un grand sujet sur Trump. C'était 1 an et demi après qu'il soit élu. En gros, c'était un espèce de portrait, pour le coup, de Trump sur qui c'est ce mec, d'où il vient, qui expliquait en fait son passé de milliardaire, d'animateur de télé, comment il avait construit son truc autour de la vérité alternative et des fake news assez en amont par rapport à la présidentielle, etc. Un truc voilà, qui resituait un peu dans une globalité comment ce mec-là, dont on parlait tout le temps quand il était président des États-Unis, était arrivé là, pourquoi est-ce qu'on en parlait autant, et au fond, qui c'était derrière juste un mec un peu bizarre qui balance des punchlines un peu tout le temps. Voilà. Qui peut être en fait un peu le seul niveau que vont connaître des adolescents sur un sujet. Et pour prendre juste un deuxième exemple, je fais tous les mois, tous les 2 mois, pardon, dans chaque numéro, il y a 4 pages qui s'appellent Claires et Nettes, qui sont tout le temps dessinées par le même dessinateur et qui sont scénarisées alternativement par moi et par Gurvan Krishnadjaya, qui est un journaliste à Libération. Et ça, pour le coup, c'est une rubrique qui se veut être un décryptage des phénomènes Internet. Non pas tellement pour apprendre aux jeunes c'est quoi les phénomènes Internet, parce qu'ils les connaissent souvent mieux que nous, mais plus pour essayer de décortiquer des choses, comment derrière des mèmes qu'ils vont utiliser, des gens qui vont suivre, des trucs qui ont l'air incroyables sur les réseaux, sur Internet en général, comment il peut y avoir des mécanismes derrière, des choses un peu cachées ou un peu un revers de la médaille. Là, par exemple, il y avait un truc, c'est un sujet que Gurvan a fait sur les influenceurs, voilà, décryptant un peu le phénomène des influenceurs, comment aussi ça peut être, enfin les biais qu'il peut y avoir autour de ces trucs-là, comment il peut y avoir aussi des influenceurs qui ont des contrats marketing, etc. Nous, ça nous paraît évident, mais en fait, pour plein de jeunes, ça n'est pas tant que ça. Enfin, c'est un peu flou, on va dire. Voilà, moi j'avais fait et là dans le numéro qui va sortir bientôt, c'était un sujet sur l'abolition des distances en fait. C'est un peu vague, mais en gros, aujourd'hui, ça paraît évident qu'on peut se faire un Zoom, là, comme par exemple, moi je suis chez moi à Paris et vous à Rennes, mais je pourrais être à Bora Bora, qu'on ferait le même Zoom. Et en gros, expliquer comment, en fait, quand on est né, enfin, moi, par exemple, j'ai 34 ans, quand je suis né, bah, on ne pouvait pas faire ça du tout. Et puis, il y a même tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas faire. Il n'y avait pas de téléphone portable. Enfin, voilà. Et en fait, comment, dans un temps très court, à l'échelle d'une vie, les distances comme ça se sont abolies, mais que, enfin, voilà, un peu replacer dans des contextes, en fait, des choses. Voilà. Ça, c'est plus l'esprit de Topo.
Très bien, merci beaucoup Baptiste pour cette présentation. Sandrine, donc toi tu es auteure de BD documentaire, tu sors tes 2 premiers BD cette année. Comment toi tu définirais, pour compléter ce que vient de dire Baptiste, pour toi c'est quoi la BD documentaire? C'est vaste, hein. En tout cas, expliquez, non, vous expliquez peut-être ce que tu as fait en tout cas. Alors, pour moi, la BD documentaire, ma définition, c'est plus la BD qui raconte le réel en fait. Les reportages, pour moi, c'est plus travail peut-être plus journalistique, etc. Moi, BD documentaire, c'est plus, je définirais ce que je fais, c'est peut-être plus de la BD documentaire. C'est de la BD du réel, qui raconte le réel, qui tente un peu d'expliquer, de témoigner sur la société, sur les événements en cours, etc. Ça, pour moi. En tout cas, c'est ma démarche à moi. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, je suis un peu plus subjective, un peu plus de parti pris dans ce que j'ai fait jusque-là. Tu peux nous dire rapidement, vous présenter les projets? Oui, donc, alors, en fait, j'ai sorti au mois de juin, j'ai eu les sous-coups. Là, c'est plus c'est un mélange de témoignages, d'autobiographie, c'est mon témoignage à moi, en fait, sur mon adolescence dans les années 90. Je me suis un petit peu égarée dans la théorie du complot sur les ovnis. Donc, en partant de ce postulat-là, je suis partie de mon expérience personnelle et à partir de là, j'ai fait aussi une partie documentaire sur l'histoire des ovnis, l'ufologie et d'une manière plus large sur les théories du complot liées aux ovnis et sur les théories du complot en général. Voilà. Je montre un petit peu des choses. Pour ceux qui font de l'éduc média, parce que je sais qu'il y en a au club, ça peut être un outil intéressant, c'est sorti en juin. C'est sorti en juin. Voilà. Et puis le deuxième. Et je l'ai pensé pour un public large, aussi bien adolescent qu'adulte. C'est accessible à tous normalement. Il n'y a pas trop de promos. Voilà, j'ai pensé que ce soit accessible. Et mon rond-point dans ta gueule, là, ce sont des témoignages de gilets jaunes des Côtes d'Armor, en Bretagne. C'est là où je pars du témoignage des personnes pour tenter un petit peu d'expliquer le mouvement, son fonctionnement en interne, l'évolution des personnes à travers le mouvement, leur questionnement politique et leur évolution aussi, tout ce que ça a pu changer dans leur vie et leur implication dans ce mouvement, d'une manière plus générale. C'est un suivi sur 2 ans à peu près. Voilà, donc je rentre bien dans le fond des choses de chaque personne, de son parcours de vie. Avant et pendant le mouvement, et puis aussi un petit peu après, parce que les derniers entretiens, je les ai faits l'été dernier, en 2020. Donc là, au moment où le mouvement était éteint, entre guillemets, même si on voit que les braises sont toujours là, hein. Ça peut surgir à n'importe quel moment, mais voilà, c'est un suivi sur la durée. Voilà. Pour moi, ma démarche à moi, elle est peut-être un peu plus subjective. Je pars plus du réel, du témoignage des gens, ou du mien, ou ceux des autres, voilà. Pour tenter d'expliquer un fait de société, ou tenter d'expliquer les choses, mais à partir du vécu. Je pense que sur ces 2 BD-là, tu te positionnes en tant qu'auteur. De toute façon, tu es toujours auteur, bien sûr, mais là, c'est des BD que Sandrine, elle a fait toute seule. Et donc, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur vraiment un BD reportage. Donc, c'est aussi pour ça que Sandrine, elle est là, parce qu'au fil de la rencontre, on va discuter de comment on peut travailler. Donc là, ces 2 BD-là, tu les as fait seule. Et puis, tu vas voir. Pas seule, mais j'ai eu les secours, j'ai quand même eu les conseils d'un sociologue qui s'appelle Pierre Lagrange, qui est spécialisé justement il a étudié la culture ufologique. Donc, l'ufologie, c'est l'étude des ovnis. Il a étudié la culture ufologique depuis pas mal d'années et il m'a conseillé sur certains aspects de la partie documentaire. Ouais. Il y a quand même toujours un souci pour moi d'avoir une documentation solide et de ne pas raconter n'importe quoi quand même. Même si je ne suis pas journaliste, j'essaie quand même de faire un travail sérieux et documenté. Oui, juste, c'est ça. Sandrine a dit c'est subjectif, mais c'est ultra documenté. C'est un travail quasiment pour d'aller. J'essaie d'aller au fond des choses. On va prendre les questions, je pense, après, mais ouais, c'est bon. Très bien. Et ensuite, Chloé, donc, est-ce que tu peux nous. Donc voilà, là, c'est deux BD documentaires que tu as fait toute seule, et puis on a travaillé, nous, ensemble pour la Vilaine. Ça va être un peu le fil de la rencontre, là, après, de savoir comment on travaille ensemble. Est-ce que, Chloé, tu peux nous présenter la Vilaine rapidement et nous dire comment des journalistes peuvent y travailler? Parce qu'il y a, à la Vilaine, on peut faire du BD reportage, mais pas que. Oui, c'est d'abord, essentiellement, il y a 3 numéros qui sont là. Le 3e vient de sortir, il n'est pas encore
Tout frais aussi, on a plein d'exclus aujourd'hui. Et donc, c'est pas vraiment. Les histoires se passent à Rennes, ça ne parle pas forcément de Rennes, et c'est d'ailleurs essentiellement de la fiction. Après, il y avait un désir de plusieurs participants de faire du reportage. Donc, on a essayé un peu d'insuffler les rencontres et tout ça. Ça n'a pas trop pris jusque-là. Je pense que vous êtes l'unique exemple de reportage BD. Ouais. Après, on fait un petit peu, on a plutôt des exemples de ce que moi j'appellerais plutôt docu-fiction, c'est-à-dire un mélange un peu inspiré de faits réels, mais fictionné quand on a. Oui, bien sûr. En fait, j'ai imprimé, sinon là, alors c'est les miens parce que j'ai des droits que je n'avais pas pour les autres, mais ici, je vous ai amené l'exemple, pour que ce soit un peu plus concret, de trois BD, et avec à chaque fois le scénario. Donc, moi, j'écris le scénario, et mon copain, c'est plus pratique, fait le dessin. Et en fait, c'est un exemple en soi, c'était juste parce que souvent j'ai l'impression qu'en rencontrant les journalistes, il y a une espèce de crainte de se dire, parce que pour raconter une histoire, des fois, on n'a pas tous les éléments qu'on peut avoir. Ils sont très très attachés à la collecte d'informations, à la vérité, etc. Et des fois, ça peut être un frein pour passer à la BD, parce que dans la BD, il faut que ce soit visuel. On ne sait pas à quoi ressemblent nos personnages dans la vraie vie, on ne sait pas comment ils sont habillés, etc. Enfin, il y a plein de petits éléments dont le dessinateur va avoir besoin, que le journaliste ne va pas pouvoir fournir. Et puis, il y a ce conflit de le dessinateur va vouloir avoir une certaine liberté dans le dessin, peut-être, et le journaliste va vouloir peut-être aussi avoir une certaine éthique, enfin, en tout cas, être très accroché à la réalité, à la véracité des faits. Et donc, il faut trouver un peu cet équilibre où tout le monde est content. Et je pense aussi que c'est en partie pour ça que ça a difficilement fonctionné, les rencontres qu'on a fait. On a fait des speed dating, journalistes, auteurs BD. Et puis nous, on est un peu débutants surtout. La Vilaine, c'est un projet qui a 3 ans, ça part dans tous les sens. C'est un peu le food-track, voyagement food-track. Donc voilà, on n'a peut-être pas aussi su accompagner les projets naissants. En tout cas, pour ma part, moi, je ne suis pas journaliste. Enfin, les scénarios que j'ai écrits, je suis pas du tout. C'est pas du tout un travail de journaliste. J'ai été voir que sur Internet. J'ai pas du tout fait un travail de terrain. Après, sur Internet, j'ai trouvé, par exemple, il y a un serial killer, un tueur en série, donc c'est une histoire d'un tueur en série qui a vraiment existé à Rennes dans les années 1700. Ouais, c'est celui-là. Et en fait, il a écrit ses mémoires et elles sont disponibles publiquement sur Internet. Donc, je vais me baser sur quand même une matière normalement qui n'est pas factice, quoi, pour ensuite créer ma propre histoire. Mais c'est hyper romancé, quoi. Moi, j'ai mis une prostituée dans l'histoire, je ne sais absolument pas si je peux compter les prostituées. Donc, je prends une certaine liberté. Et l'avantage de La Vilaine, c'est que c'est vrai que la revue dessinée, on est vraiment avec l'éthique journalistique, on est dans un travail de journaliste. Alors que La Vilaine, on est plus sur de la fiction et c'est très très ouvert. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui a fait une fausse une fake news, donc je dévoile un peu le truc, c'est censé passer comme un reportage. En fait, c'est un faux reportage. Et on s'est posé la question de est-ce qu'on jouait le jeu jusqu'au bout, de créer de la fake news. Bon, alors, comme c'est très grossier, je pense qu'on se rend compte, donc il n'y a pas trop de risques. Mais voilà, on est assez ouvert sur l'exercice, quoi. Nous, avec Sandrine, pour La Vilaine, on a vraiment fait un BD reportage. On s'est aussi ouvert dans les deux sens, quoi. Si vous voulez aller sur le BD reportage ou au contraire aller plus sur la fiction, quoi. Très bien. Je vais poser la question qui fâche et ensuite on va parler du rapport au réel, du travail entre journalistes et dessinateurs. Mais d'abord, je pense que là, dans la salle, on est souvent des pigistes, des auteurs. C'est pas simple. Donc, combien on peut gagner? On est d'accord? Baptiste, c'est notamment Julie Lamolle, je crois que tu connais, qui veut savoir. Hein. Je ne sais pas si tu l'as. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. Attends, elle est là. Elle est là. Tu la vois? Donc, parce que Baptiste, il est à Paris et tout, mais il a fait Sciences Po Rennes avec Julie. Et ouais. Je pense que j'ai même été dans la salle où vous êtes pour une conférence. Pour des conférences, des trucs. Ouais. Donc voilà, on évacue le dossier fric et puis après on peut passer à autre chose.
c'est très large parce que vous avez vu, il y a plein de revues, plein de choses, selon le format, selon la BD documentaire, vraiment roman, c'est compliqué parce que là, c'est des. Bon, si vous voulez, vous pouvez en parler. Moi, là, j'étais plus sur la revue Pige, on va dire. Donc, moi, j'ai un copain qui me disait, qui a bossé pour Phosphore 21, qui me parlait de entre 2 et 400 € le feuillet, qui se partage ensuite à partager entre journalistes et auteurs-dessinateurs. Alors, le feuillet, je pense qu'on va expliquer qu'on n'y a pas que des journalistes dans la. Ah, la page, pardon, la page. De toute façon, le feuillet n'a pas de sens, bien sûr. Entre 2 et 400 € la page, qui se divise, ça dépend, j'ai l'impression, ouais, vous allez me dire, et qui se divise ensuite, soit l'auteur est seul, donc il touche tout, soit c'est à partager entre journalistes et dessinateurs. Et voilà. Et Baptiste, vous êtes renseigné de votre côté? Ouais, je connais les tarifs dans mon groupe plutôt, mais alors déjà, il n'y a pas que ce soit à la revue, à Topo, il y a peut-être 1 ou 2 sites, même dans la revue, il y a des chroniques gérées comme ça. Mais bon, globalement, les grands sujets dans Topo et dans la revue, c'est toujours un binôme. C'est toujours un dessinateur, une dessinatrice d'un côté et un journaliste scénariste, une journaliste scénariste de l'autre. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait les deux à la fois, qui remporte toute la mise, quoi. Voilà. Donc, il y a toujours un binôme installé. Parce qu'effectivement, pour juste rebondir vite fait sur ce qui vient d'être dit, effectivement, dans la revue, on est vraiment ancré dans la BD du réel et on est complètement, et dans Topo aussi d'ailleurs, et il y a une vraie attention à vraiment garder hors des 2 revues toute fiction. Il peut y avoir, évidemment, pour des choses type telle personne, on ne sait pas quoi elle ressemblait, ou voilà, ou même d'ailleurs, même parfois pour anonymiser des gens, ne pas savoir à quoi ils ressemblent et les dessiner du coup d'une façon un peu random aide à les anonymiser. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Mais pour le reste, on est vraiment effectivement très attaché à rester dans le réel. D'où le fait d'avoir toujours des journalistes à la scénarisation, parce qu'effectivement, les auteurs de bande dessinée vont être plus parfois happés par une envie de vouloir un peu, parce que ça rend service, qu'ils ont des super idées, etc. Mais voilà, ce n'est pas l'objet des 2 revues, donc on ne fait pas ça comme ça. Et donc, pour parler de l'aspect financier, du coup, c'est pensé séparément, en fait, à la revue comme à Topo. Donc, dans les 2 cas, c'est 100 €, c'est même 110 € la planche au niveau du dessin, pour le dessinateur-dessinatrice, et 50 € la planche pour le ou la journaliste. Donc, sachant que dans la revue, les sujets font environ, je parle en brut, hein, sachant que la revue, les sujets font environ 25-30 pages, et dans Topo, ils en font plutôt une dizaine généralement, même s'il y a un grand sujet qui fait 20 pages dans chaque numéro, mais sinon, les autres sujets font rarement plus de 10 ou 12 maximum, je crois. Donc voilà, ça c'est pour la revue et Topo. Je sais, parce que vous m'avez posé la question, je sais qu'à la Déferlante, ils se sont basés sur la même grille. Donc, je ne sais pas, par contre, quelle distance fait la BD dans la Déferlante, mais c'est pareil, c'est 50 € la planche pour les journalistes et 110 pour… Tu veux dire le format? Ouais, combien de pages ça fait, je ne sais pas. Mais… Je les avais contactés. Ouais, on est sur une quinzaine de pages, je pense. OK. Et ensuite, dans 21, parce que il y en a peut-être, tout le monde ne le sait pas forcément, mais dans 21, il y a aussi de la BD dans chaque numéro. Voilà, qui ressemble pas mal d'ailleurs à ce que peut faire la revue, à la fois dans le format et dans le style. Voilà. Là, pour le coup, les dessinateurs sont mieux payés. C'est 150 € la planche pour le dessinateur, les sujets faisant une vingtaine de planches, je crois. Par contre, le journaliste, c'est un peu moins bien payé qu'à la revue. C'est, je crois, 45 € environ la planche. Bon, ça, c'est pas contractuel ce que je vous dis, mais environ, voilà. Histoire d'avoir une idée. Voilà. Et juste, c'est du droit d'auteur ou de… Ouais, malheureusement. Alors, même à 21, je pense, mais à la revue, malheureusement, c'est du droit d'auteur. Ouais, d'accord. Oui, oui. Tout à fait. On parle en brut, mais on touche quasiment ça, parce que sur du droit d'auteur… Oui, c'est la baisse est faible. Moi, pour vous dire, à Topo, puisque donc j'ai déjà été plusieurs fois rémunéré par Topo, quand je fais 4 pages dans Topo, chiffré à 200 bruts, je touche environ 170 €. Quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Merci. Chloé, tu veux en parler pour la Vilaine, parce que c'est… Alors, la Vilaine, c'est un peu particulier, comme ça fait 3
3 ans qu'on existe. Le premier numéro, on pensait que tout le monde serait bénévole. Il se trouve que ça s'est très bien vendu et qu'on a gagné de l'argent, donc on a décidé de le redistribuer. Et du coup, maintenant, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'en avril, à peu près, on arrête les comptes, on regarde combien on a gagné et on redistribue tout aux auteurs. Toute l'organisation est bénévole pour l'instant. Et donc, sur la première année, on était à 50 € la page. Là, on est passé à 100. Et pour le numéro 3, à voir comment ça va se vendre. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 150 sur un rythme de croisière autour de 150. Je ne suis pas sûre qu'on dépasse les 150. Alors, c'est 150 en droit d'auteur, en brut. Et on divise entre 70% le dessinateur et 30% pour le scénariste. Et c'est aussi pour ça que moi, je n'encourage pas forcément. Enfin, on est super content si quelqu'un a envie de faire de l'enquête pour la Vilaine, mais ce qu'on rémunère les scénaristes ne permet pas de financer 2 mois d'enquête. C'est pour ça que quand on se casse la tête à imaginer un découpage et tout ça, voilà, c'est pas. Est-ce qu'on est sur des formats maximum 10 pages? Et voilà, il faut préciser aussi pour vraiment varier l'objectif de l'idée, c'est de varier les styles, qu'il puisse y avoir plein d'auteurs, donc c'est max 10 pages. J'avais juste une petite question pour Baptiste pour finir sur les sous, parce que la revue dessinée édite les algues vertes, par exemple, et sur les projets plus longs, je ne sais pas si on peut avoir une idée de la rémunération. Alors là, ça n'a rien à voir parce qu'on est là, on est vraiment dans des contrats d'édition purs, quoi. C'est-à-dire que alors, typiquement les algues vertes, mais si je prends d'autres exemples, peut-être que vous ne les connaissez pas tous. Alors, bon, déjà, ça, si vous l'avez vu, c'est celle que j'ai faite avec Topo, mais donc, ce n'est pas la revue, mais c'est Topo. Une histoire du nationalisme corse aussi, coédition La Revue dessinée d'Argo. Tout ça, c'est avec d'Argo. Il y a eu ça aussi, 100 000 ans sur les déchets nucléaires à Bure, l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. C'est une coédition La Revue et Le Seuil. Tout ça, donc à chaque fois, vous entendez, à chaque fois, je dis c'est coédité. Parce qu'en fait, donc les algues vertes, OK. Et il y a, juste pour finir le tour, il y a ça aussi, là, Sarkozy-Kadhafi, là, pour le coup, c'était avec Delcourt. À chaque fois, en fait, il y a une coédition avec une grande maison d'édition, un éditeur de librairie, quoi, si j'ose dire. Et effectivement, ce sont des livres qui sortent en librairie. Et donc là, on est vraiment hors du champ classique de la revue et de Topo. On est dans la production d'un livre, d'un ouvrage, comme celui sur les ovnis, par exemple, qu'on nous présentait tout à l'heure. Et du coup, on est vraiment sur un contrat d'édition où là, c'est un peu la maison d'édition qui fait signer le contrat, qui du coup a ses propres critères, ses propres grilles. Là, celles et ceux qui ont déjà fait des livres en édition savent que la marge de manœuvre est inexistante et que du coup, voilà, en gros, on subit. Donc, pour le faire, moi, par exemple, il n'y a pas de secret, hein, donc, pour la BD sur le 11 septembre, on touche environ, les 2 auteurs ensemble, donc dessinateur, enfin là, c'était une dessinatrice, Héloïse Chochois, et moi, on a touché ensemble des droits d'auteur. Dans le contrat, on avait le droit à 10% des droits, enfin, sur chaque livre vendu, on touche 10% hors taxe sur les 5000 premiers exemplaires vendus, puis 12% à partir du 5001e. Voilà, donc ça, c'est notre rémunération. Donc, ça, on peut compter environ 70 centimes chacun, du coup, parce qu'on se les divise en 2. Sachant que la BD coûte 18 €, 10%, ça fait 1,80 €. Divisé par 2, ça fait 90 centimes. Si on passe en hors taxe, en gros, c'est 70 centimes net la BD vendue. Sachant qu'on touche une avance de droit, voilà. C'est-à-dire qu'au moment de la signature, puis du rendu, du signature du contrat en premier, puis du rendu du manuscrit définitif à la fin, on touche une avance sur ces droits. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de vendre vraiment les exemplaires pour toucher 70 centimes par 70 centimes, mais on touche déjà quelques milliers d'euros et après, on ne retouchera des droits que quand on aura dépassé cette avance. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, normalement, c'est des choses dont vous avez déjà pu entendre parler, mais voilà. Donc, on n'est pas du tout sur les tarifs revus. Voilà. Et de la même façon, d'ailleurs, dans Topo, moi, la BD sur le 11 septembre, elle a été prépubliée dans Topo 6 fois ou 4 fois, je ne sais plus maintenant, en fait, 6 fois, je crois. Pendant un an, en fait, il y avait 10 pages tous les numéros. Et je n'ai pas été payé pour chaque numéro sur les 10 pages comme je l'aurais été si j'avais vraiment fait ces sujets que pour Topo. Dans mon contrat d'édition avec Dargo et Topo, il y avait marqué que ça allait être prépublié dans Topo et que pour cette prépublication, j'allais toucher un petit bonus supplémentaire. Mais par contre, je ne suis pas facturé à chaque numéro de Topo qui sort pour les 10 pages qui sont prépubliées dedans. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre financier différent, quoi. Voilà. Très bien.
bien, merci. Ça, c'est encore un autre sujet, mais effectivement, les auteurs sont ceux qui touchent le moins sur la vente du BD. Bon, bref, il y a eu des tribunes récemment et tout, c'est encore autre chose, mais il y a eu beaucoup de mouvements là-dessus pour que les auteurs de BD soient mieux rémunérés, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour vous présenter quelque chose où vous allez devenir super riche. Les livres, c'est pareil par ailleurs. Il n'y a pas de mystère. Hein. Ce n'est pas juste la BD. Hein. Ouais, oui, tu as raison, les auteurs. Mais je sais que là, il y a eu récemment quand même une tribune d'auteurs de BD. Oui. Angoulême, il y en a régulièrement. À Angoulême, il y a 1 an et demi ou 2, il y avait eu un gros mouvement. Donc voilà, c'est sûr que là, on n'est pas là pour vous présenter un genre où on va se faire beaucoup d'argent, c'est évident. Mais c'est, bon, voilà, on en reparlera après, mais c'est aussi... Bon, maintenant, ils essaient quand même de rémunérer les rencontres, etc. Il y a plein de choses en place pour que... on peut aussi gagner un peu d'argent. On peut réussir à manger un petit voilà. peu. Au-delà des ventes, tous les jours, si on fait des rencontres, on peut aussi gagner de l'argent un peu au-delà, on va dire. Et juste, Baptiste, on a vite fait parler. Les algues vertes, par exemple, à la base, c'était une enquête pour la revue ou dessinée ou pas? Non. J'avais cru la voir passer dans la revue dessinée. Oui, il y a eu un sujet dans la revue, mais surtout, et ça a fait écho à une question qu'il y a dans le chat, là je vois dans Zoom, c'était une enquête qui avait été, c'était une série d'émissions sur France Culture aussi. Voilà. Voilà. Et donc effectivement, oui, les revues acceptent parfois, hein, ça dépend c'est quoi l'autre copublication, mais oui, parfois les revues acceptent qu'on fasse un sujet en BD qui a pu être déjà traité sur d'autres supports. Journalistiquement, il n'y a pas de... Parce que la BD va amener une autre façon de raconter la chose. On va peut-être y raconter d'autres choses qui n'ont pas été racontées typiquement là sur France Culture et vice-versa. Il y a des choses qui ont pu être dites sur France Culture qui ne vont pas être dans la BD derrière. Puis, il y a le sujet en BD dans la revue sur un aspect. Puis après, derrière, on va faire un... Enfin, je crois que ça a été en plusieurs fois même dans la revue. Et après, on va faire un livre qui va raconter encore d'autres choses, etc. Donc oui, il peut y avoir des choses comme ça en plusieurs temps et avec plusieurs. Un journaliste indépendant arrive avec son enquête, son reportage ou son travail, il va pouvoir le proposer à plusieurs médias. Et si ces médias ne sont pas en concurrence directe, a priori, ça ne pose pas de problème particulier. Après, si par exemple, vous avez déjà écrit un livre, si vous avez déjà fait beaucoup de choses autour d'un sujet et que vous arrivez en disant qu'en plus, je ferais bien aussi une petite BD dans la revue, bon, ce n'est pas sûr que si ça a déjà été vu partout et qu'on arrive 6 mois après, ce soit très pertinent. Il faut être aussi penser un peu dans le timing, notamment, on n'en a pas parlé, mais le délai de fabrication, peut-être ça viendra après d'ailleurs sur comment ça marche, mais les délais de fabrication d'une BD sont très longs. Et donc, comme je disais tout à l'heure, là, la revue, on vient de boucler le prochain numéro. Donc, on l'a bouclé la semaine dernière, il sort dans plus d'1 mois. Les sujets qu'on a bouclés la semaine dernière, ils sont lancés il y a 6-8 mois. Quoi. Donc, on est vraiment sur des délais extrêmement longs. Donc, il faut penser en amont. Il ne faut pas se réveiller au dernier moment pour dire « Ah, je ferais bien une BD aussi avec ». Oui, juste pour rebondir sur ce que vous dites, Isabelle Jarjaille est membre du Club de la Presse, elle n'est pas là, mais Isabelle, par exemple, elle avait publié un livre, une enquête sur les rentiers des autoroutes, et ensuite, il y a eu une BD chez vous. Donc, je pense qu'elle n'est pas là, mais je pense qu'elle a publié son livre. Je ne sais pas comment ça s'est fait, si c'est elle qui vous a sollicité ou vous, mais ensuite, il y a eu la BD sur une partie de son enquête, finalement. Donc, un peu comme les pigistes ici, quand on fait un reportage et qu'on va le vendre à 2-3 magazines en fonction, c'est aussi comme ça. Très bien. Donc, on va... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, on va rentrer dans le pratique. Tu voulais te sur la rémunération? Ouais. Non, mais alors, tout a été dit, je crois que tout le monde a compris que c'était très clair. C'est ça quand même, on est quand même content. Mais on se rend compte qu'on fait ça parfois, mais on continue. Voilà, non, mais c'est vrai qu'en termes pour un contrat d'édition, la rémunération, les droits, on touche finalement une avance sur droit d'auteur. Et ça peut aller de 2 000 € à 20 000 sur les auteurs. C'est très variable. De près des 2 000 que des 20 000. C'est le début. Mais et voilà, c'est dans un année de travail. C'est ça, donc c'est hyper variable. On ne va pas être rémunéré en fonction de la durée qu'on y passe. C'est pas comme ça que ça se calcule. Sachant que là, sur les livres où tu travailles toute seule, c'est plusieurs années. Oui, voilà, c'est ça. Sur du reportage plus court pour la bande dessinée, c'est quand même pas. Alors, on va passer peut-être aux pratico-pratiques. Est-ce que, Sandrine, est-ce que tu peux nous dire
comment on a travaillé ensemble, par exemple, sur vraiment comment se découpe le travail entre journalistes, auteurs. Oui, concrètement. Ouais. Alors déjà, moi, l'expérience qu'on en a eue, c'est vrai quand d'abord pour travailler, pour créer un binôme dessinateur-journaliste, je pense que déjà, il faut qu'il y ait une rencontre qui se fasse. Nous, en tout cas, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés pendant un speed dating organisé par la Vilaine. Donc, j'ai rencontré ce jour-là plusieurs journalistes et j'ai choisi Isabelle. Incroyable. Parce que le feeling était bien passé. Puis voilà, donc ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu une bonne année, je dirais, avant qu'on arrive à trouver un sujet. C'est ça le truc. D'abord, il y a la rencontre qui se fait. Ensuite, il faut trouver le sujet. C'est vrai, c'est pas ça, vous êtes habitués. Parfois, entre le moment où on a une idée d'un sujet et le moment où on se monte, il peut s'écouler 3 ans parfois. Il peut arriver le Covid aussi. Voilà, puis voilà. On avait eu plusieurs idées. On était partis, on voulait faire au départ des témoignages de mineurs isolés. Voilà, on voulait faire des migrants mineurs isolés. Et puis finalement est arrivé le Covid. Et le sujet s'est fait un peu tout seul. C'est Isabelle qui m'a proposé. On était toutes les deux là, confinées avec nos gamins. Donc moi, tous mes projets étaient à l'arrêt. Tout ce que je devais commencer à faire, c'était pas possible. Je devais aller recueillir des témoignages, c'était plus possible, etc. Donc du coup, on s'est retrouvés. Bon, écoute, moi, voilà, il n'y a rien à faire non plus. Et on avait un sujet, on devait commencer un sujet sur les mineurs isolés. On n'avait déjà rien pu faire pour le 1. Et là, c'était annulé aussi, puisqu'on était tous confinés chez nous. Voilà. Donc, du coup, c'est là qu'elle m'a commencé à parler à cette époque-là, dans le confinement, des problématiques que rencontraient les femmes, notamment les problèmes de violence conjugale, comment la difficulté de signaler un problème quand on était confiné chez soi, etc. Et la difficulté d'accès à l'IVG. Donc, Isabelle m'a proposé de faire un reportage avec le planning familial de Rennes pour essayer de faire le point sur les problématiques que l'on rencontrait pendant cette période-là. Parce que j'avais rencontré quelqu'un dans une soirée, forcément, mais des mois avant. Et puis voilà, et on a eu la chance qu'ils nous répondent beaucoup, parce que c'est ça, comme le BD reportage, comme le documentaire vidéo, comme tout reportage, il faut des gens qui répondent, etc. Et là, nous, vraiment, je pense qu'on a été confinés le 16 mars, on les a contactés le 23, ou je pense que tous les planètes étaient alignées, c'est souvent ça. Ils ont été très réactifs, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre d'institution. Et puis, ils connaissaient la Vilaine, ils connaissaient déjà la BD reportage. Voilà. C'est vrai que maintenant, quand on arrive avec un projet de BD reportage, les gens sont plus sensibilisés, même pour quand on avait voulu faire le reportage sur les mineurs isolés. La personne, la référente connaissait déjà la revue dessinée, connaissait déjà la Vilaine aussi. Connaissait la Vilaine. Il y a quand même un a priori plutôt positif, je trouve. Parce qu'il y a quelques années, quand on arrivait avec une idée comme ça, les gens nous regardaient un peu bizarrement. Et même, il y a même, je dirais, un a priori positif où des fois, aujourd'hui, on arrive en tant que journaliste télé, par exemple, M6, on nous regarde un peu, alors que BD reportage, il y a vraiment ça, les gens sont... On a une image un peu moins journaliste, alors que comme le dit Baptiste, c'est un travail journalistique. Enfin, ça dépend des projets. Mais moi, on a plutôt des gens ouverts, quoi. Et c'est moins compliqué que la télé, par exemple, puisque là, comme disait Baptiste très bien, on peut facilement anonymiser des choses. On n'a pas besoin de rentrer avec une caméra et tout. Donc, c'est vrai que pour ceux qui aiment l'image, moi, je vois que Chloé et moi, on est réel, ou JRI, en tout cas, on filme. Et ça nous permet des fois, moi, maintenant, les sujets, je me dis, tiens, ça, je vais le faire en BD. Enfin, pas vraiment, mais j'aimerais, mais bref. Ou voilà, quand tu ne peux pas rentrer la caméra ou c'est compliqué, tu peux le faire en BD. Et donc, comment on a travaillé toutes les deux? Alors, du coup, on était confinés, donc on a travaillé, c'était particulier, du coup, on a travaillé à distance. Sur ce projet-là, c'est-à-dire qu'on a mené les entretiens avec les personnes du planning familial via Zoom. Ensuite, elles nous ont transmis, c'est tout un bricolage, elles nous ont transmis des photos, des locaux, etc. pour qu'on se fasse une idée. Pour moi, je reconstitue derrière les locaux. Et puis, on a travaillé comme ça, quoi, un petit peu. Sans se rendre du tout sur les lieux, puisqu'on était confinés. Voilà. On est allé sur les lieux que 6 mois après. C'est ça. J'ai découvert les locaux 6 mois après le reportage, finalement. Donc, c'était un mode de fonction assez particulier, du coup, pour ce reportage-là. Et on a mené ce projet-là sur à peu près, ça a duré 2 mois entre le moment où on a fait plusieurs entretiens.
le moment où voilà, on a fait les entretiens, parce que moi j'ai assisté aux entretiens avec Isabelle. C'est surtout elle qui posait les questions, mais moi ça m'arrivait d'intervenir. On a mis à peu près 2 mois entre le moment où on a mené les entretiens et le moment où on a finalisé les pages. C'est à peu près 2 mois. Après, il y a eu plusieurs étapes. Nous, après, je pense que chaque façon de fonctionner est différente. Nous, après, chaque binôme trouve sa dynamique. Nous, on a fonctionné de cette façon-là, mais je pense que ce n'est pas une règle, ce n'est pas gravé dans le marbre. Nous, on a fonctionné, on a pas mal interagi. On a pas mal fait d'allers-retours. Moi, c'est vrai que j'ai participé aux entretiens, à la retranscription des entretiens. On a vraiment travaillé en binôme. Après, c'est vrai que moi, je t'ai proposé, à partir de là, tu avais une idée, toi, un petit peu de comment on allait présenter. Après une fois qu'on a la matière première, qu'on a les témoignages, après, il faut savoir comment, de quelle façon on va scénariser, le reportage. Comme toi, tu peux le faire dans le cadre d'un reportage filmé. Voilà, donc c'est Isabelle qui a eu l'idée de me dire on va faire le déroulé d'une journée type au planning familial pendant le confinement. Donc à partir du moment, voilà, on a pris comme personnage principal Éléonore, qui est une salariée du planning familial, et on a déroulé sa journée. Donc le matin, elle se lève, elle part de chez elle, elle arrose ses plantes. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'elle nous a racontées. Donc moi, après, je mets ça en image. Et ensuite, voilà, elle va en vélo dans Rennes désert. Elle arrive au planning, voilà, elles n'étaient que 2 à ce moment-là. On a essayé de décrire un peu son état d'esprit en partant de elle comme personnage. Et sachant que c'est des situations qu'elle nous a décrites et que nous, après, on scénarise un peu sur une journée, mais on est dans tout ce qu'on dessine. Qu'elle nous a raconté, voilà. Donc après, la difficulté, c'est à partir du témoignage de réussir à mettre en image. Et c'est vrai que ce qui est bien avec la bande dessinée par rapport à un reportage filmé, c'est qu'on va pouvoir reconstituer des choses qu'elle nous raconte, des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été filmées, qui n'ont pas été... et on peut reconstituer comme ça des entretiens qu'elle a eu avec des personnes. Et à partir de là, on peut faire des flashbacks, on peut faire pas mal de choses qu'on ne pourrait pas faire en temps normal. Parfois, on peut se laisser aller aussi à faire une image qui n'est pas là, où la personne vole, enfin, voilà, des choses qui ne sont pas possibles en réalité. On peut représenter un peu l'imaginaire de la personne aussi, et voilà, un peu plus en rentrer dans le subjectif par rapport peut-être à... voilà, on a fonctionné comme ça pas mal. Puis après, une fois que tu m'as donné l'idée de faire le déroulé de la journée, moi après, je vais proposer à partir de ce moment-là à Isabelle un storyboard. Donc, qui est en gros, ce sont des... le storyboard, je pense qu'on l'a... C'est un storyboard, en gros, ce sont des croquis plus ou moins élaborés. Enfin, moi, je sais que je fais des trucs plus élaborés, plus ou moins élaborés. En fait, voilà, on ne finalise pas le dessin, mais qui déroule un petit peu les dialogues, on va les positionner, les scènes, comment les cases finalement vont s'assembler les unes aux autres. Et voilà, donc ça permet d'avoir une première impression. Voilà, il est très détaillé, hein, c'est quasiment plus du mais parfois, ça peut être des bonhommes bâtons, hein, ça peut être des trucs très basiques. Là, c'est plus du crayonné, du storyboard. Voilà, donc après, moi, j'ai proposé ça à Isabelle, en incluant les dialogues, etc. Et à partir de ce moment-là, on a un travail, on fait des allers-retours, on travaille, on peaufine, etc. Et juste pour moi, par exemple, on finit le BD reportage sur une page où c'est moi qui ai fait le storyboard. Oui, c'est ça. Et moi, je ne l'ai pas là, mais moi, c'était pas du tout comme ça. C'était des bonhommes bâtons. Mais moi, j'avais fait des bonhommes bâtons parce qu'on voulait finir un peu en mode conclusion. Et donc, j'ai fait moi-même une page de storyboard. C'était rigolo. Donc, c'est pas là, Sandrine, c'était déjà assez avancé. Oui. Moi, quand je travaille tout seul, je fais du bonhomme bâton. Voilà, parce qu'on termine un peu sur la conclusion. On est moins dans le reportage. Et donc ça, je sais, c'est moi qui avais fait une double page. Et finalement, on nous a enlevé une page. Ils sont méchants, la vilaine, parce que c'était trop dense, hein, notamment Chloé. Et ça, c'est moi qui l'avais fait juste en mode bonhomme bâton et tout. Et ouais, sur le découpage, enfin voilà. Après, sachant qu'il y avait la difficulté, c'est que c'était sur 10 pages maximum pour la vilaine. Donc il y a aussi le format qui faisait que il a fallu faire des choix. Ça, après, c'est plus des choix journalistiques classiques qui ne sont pas forcément spécifiques à la BD. Hein, et la spécificité, en tout cas pour la BD, c'est que nous, après, on a été très impliqués toutes les deux. Tu as participé à la scénarisation, tu as participé à la mise en page, etc., à la mise en scène. Et moi, j'ai participé aux entretiens. Donc, mais après, ça ne se passe pas forcément toujours comme ça. Mais nous, on a fonctionné en tout cas comme ça, vraiment en binôme rapproché.
Baptiste, tu peux nous dire à la revue dessinée, donc, nous, ce qu'on entend ici, il y a plusieurs quand même journalistes rennais qui ont travaillé pour la revue. Certains nous disent j'ai envoyé presque un article et je ne faisais pas du tout la scénarisation. D'autres, Isabelle me disait, ah non, le dessinateur est venu avec moi. J'ai l'impression que ça. Enfin voilà, comment vous fonctionnez par rapport à ça? Ça dépend du binôme aussi. Oui, il n'y a pas de règle, disons, immuable. Le principe de départ, donc je disais tout à l'heure, c'est de faire un binôme, ça c'est sûr. Parfois, alors déjà, on reçoit beaucoup de propositions de sujets, donc souvent, c'est des propositions, on choisit entre les propositions qu'on a. Parfois, on a envie, nous, de traiter un sujet, donc on va solliciter des journalistes nous-mêmes qui ont déjà travaillé dessus, mais c'est quand même plus souvent les sujets qui viennent à nous. Et à partir de là, on va effectivement déjà essayer de trouver un dessinateur, une dessinatrice adapté au sujet aussi, qu'on imagine avoir un style qui correspondrait au sujet. Donc ça, c'est plutôt la partie assurée par les fondateurs de la revue, qui sont des auteurs de bande dessinée, donc qui ont à la fois l'expérience et le réseau pour mener ce genre de réflexion-là, plus qu'Amélie Mouget, la rédactrice en chef de la revue, et moi. On est plus sur l'aspect éditorial, journalistique, de choix des sujets et après de suivi des sujets, quoi. Mais voilà, l'aspect purement, je dirais, artistique, direction artistique va être plutôt pour les dessinateurs, ceux qui sont dessinateurs à la base. Et ensuite, côté journaliste, en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée est pas de en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée n'est pas de s'improviser scénariste de bande dessinée. C'est possible. Il y a des journalistes qui deviennent d'excellents scénaristes de bande dessinée. Ça peut, même en improvisant, bien se passer. Ça peut aussi très mal se passer. On peut avoir plein d'idées qui, en fait, tiennent pas la route ou quoi. Et parfois, voilà, mieux vaut un bon article bien maîtrisé parce que c'est ce qu'on sait faire qu'après on va réadapter en BD plutôt que d'essayer de s'improviser à faire du planche à planche, voire du case à case dans l'écriture, ce qui en fait peut donner quelque chose qui marche pas du tout. Donc voilà, donc ça dépend un peu de l'aisance de tout un chacun, si c'est la première fois qu'on en fait ou pas, si on se sent à l'aise pour essayer de faire déjà un peu de scénarisation ou pas. Mais la plupart du temps, quand même, les journalistes nous donnent des textes qui ressemblent à des articles, qui sont même parfois carrément écrits comme des articles publiables dans une revue sans problème, quoi. Et qu'ensuite, on va, nous, avec Amélie, effectivement, regarder comme avec un œil d'adaptation à la BD. Voilà, est-ce que tel que c'est écrit, est-ce que tel que c'est organisé, ça tient en une BD? Est-ce qu'il manque des éléments? Il y a des choses dans des articles qui sont importantes, par exemple, décrire quelqu'un dont on parle, expliquer comment un peu le ressenti qu'on peut avoir sur le terrain de telle ou telle chose, etc., qui sont des choses qui, dans un article, donnent un peu de couleur, permettent de faire une respiration, de sortir à un moment, enfin voilà, de varier les angles. Dans une BD, ça va être des choses qui vont être peut-être moins efficaces, voire inutiles. Et à l'inverse, on va avoir besoin d'autres éléments qu'on ne mettrait jamais dans un article qu'on écrirait à l'écrit. Comment est le décor autour de la personne avec qui on parle, etc. C'est des choses qu'on va peut-être moins passer de temps à décrire, voire qu'on ne va pas décrire dans un reportage écrit, mais qui sont très importantes en BD. Donc, il faut être plus… Voilà, c'est un équilibre un peu différent. Et après, ça dépend. Ça dépend donc du journaliste, ça dépend aussi du dessinateur-dessinatrice, parce que parfois, il y a des dessinateurs, c'est pareil. Il y en a, c'est la xème fois qu'ils travaillent sur de la BD journalistique, en scénarisation avec un journaliste scénariste. Donc, ils ont cette habitude-là, à la fois de l'appréhension du réel, de l'appréhension de l'information, de ce qu'on doit mettre en avant. L'information, l'aspect reportage ou enquête n'est pas spécialement un aspect plus artistique, esthétique, même si c'est important aussi, mais je veux dire, voilà, ça ne doit pas se faire au détriment de l'information qu'on essaie de véhiculer et de l'aspect journalistique du sujet. Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est la première fois qu'ils font ça, ils n'ont pas du tout cette habitude-là, ils n'ont pas non plus du tout l'habitude de partir d'un texte qui ressemble à un article pour en faire une BD. Donc là, ça dépend un peu. Il y a des binômes qui sont hyper autonomes, qui marchent très bien tout seuls et on n'a quasiment rien à faire. Il y en a d'autres où on doit pas mal retravailler le texte, puis ensuite aider, effectivement, quand on est à l'étape du storyboard, même si là, le storyboard que j'ai vu, on est quand même dans du storyboard qui prend beaucoup d'heures. Plus on reçoit plus souvent des dessins avec des grosses patates, je ne vous cache pas. Voilà. Mais bon, c'est normal. L'idée, c'est de se représenter le truc et c'est une phase hyper importante en fait. Et je le dis là pour celles et ceux qui seraient amenés à en faire en tant que journaliste. En fait, c'est important parce que c'est à ce stade-là que le dessinateur peut encore
très facilement changer son dessin, changer la façon dont il organise ses planches les unes par rapport aux autres, etc. À l'étape d'après, où il passe au propre, vraiment au crayonné exact et aux couleurs, s'il faut refaire une case, refaire une planche, voire changer de l'ordre des choses et tout, là, c'est vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus chiant. Et en fait, on le fait très, très peu. On le fait que si vraiment il y a une catastrophe qu'on n'a pas anticipée et que c'est pas possible en l'état. Mais sinon, vraiment, on se débrouille avec des rustines pour tant pis, se contenter des planches qu'on a et faire autrement. Parce que le travail refaire à ce stade-là, c'est trop tard, en fait, quoi. C'est vraiment au stade du storyboard que là, tu peux y aller. Tu peux dire, ces 4 planches-là, ça ne va pas, on refait autrement. Puis ça, on le met au début. Puis ça, enfin, là, on fait vraiment les épiciers ou un vrai patchwork est encore possible. Après, c'est un peu tard. Enfin, voilà. Et puis, il y a des binômes où parfois aussi, c'est rare, mais ça arrive, où les deux ne se comprennent pas du tout. Voilà, et où il y a vraiment la communication ne se fait pas. Et donc là, du coup, là, c'est nous qui faisons une espèce d'étape intermédiaire où on va prendre le texte, essayer d'en faire vraiment un scénario facile pour le dessinateur, c'est-à-dire nous, parce qu'on a un peu plus d'expérience de ça, essayer de faire du planche à planche, voire un peu plus, remettre des éléments de contexte, d'aide à la mise en scène, etc., pour que le dessinateur et dessinatrice soit moins perdu que face au texte initial et puisse proposer des planches qui tiennent la route, quoi, voilà. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une rencontre pas évidente parce qu'on a d'un côté quelqu'un qui est dans un travail esthétique, artistique, pas forcément factuel, informatif, et qui n'a pas forcément l'habitude de ça. De l'autre côté, on est sur des gens qui parfois même écrivent pas si souvent, font jamais de BD, savent pas forcément, pensent peut-être, c'est peut-être même le pire dans ces cas-là, pensent pouvoir, ouais, bien sûr, la BD facile et tout, et puis en fait, ils vous envoient des trucs avec des plans de cinéma et tout, machin, des trucs qui ne marchent pas du tout en BD. Donc voilà, ce n'est pas des équilibres évidents, mais bon, globalement, ça se passe bien, hein, je vous rassure, et on trouve toujours des solutions. Et puis, ce qui est sûr aussi, c'est que c'est stimulant. Enfin, souvent, les gens sont quand même intéressés de faire ça parce que ça change, parce que c'est nouveau, parce que c'est appréhender son travail d'une façon différente. Et du coup, on est souvent quand même avec des gens de bonne volonté là-dessus, quoi. Très bien, merci Baptiste. Chloé, tu veux nous dire, toi, comment tu as travaillé avec Ronan? Oui, je peux vous parler de comment on se prend la tête. Parce que c'est son mec. C'est des gros sujets de travailler en couple. Non, mais parce que je pense du coup, en tout cas, de mon expérience, je peux vous parler des écueils que j'ai en tant que journaliste et justement, des fois, comment la rencontre, elle se fait ou elle se fait pas. Je prendrai comme exemple, plutôt le tueur en série parce que, en fait, toi, tu lui écris quelque chose. Ouais, je réfléchis à une idée, et je trouve des infos, tout ça, et je lui propose, et si ça l'intéresse, on part, quoi. Et en fait, je trouve une des premières choses, ça se rapproche plus de l'écriture documentaire pour moi que du journalisme, dans le sens où tu disais, il faut qu'il y ait un personnage. Et ça, c'est une clé dans le documentaire, en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément dans un article de presse. On n'a pas besoin de parler de personnages. Les gens qui interviennent, c'est des intervenants, on dit, on met la citation, déclare monsieur machin, et c'est bon, il est dans le texte. Alors que quand on met ces gens en tant que personnages, ça veut dire introduire le personnage, le faire vivre. On ne peut pas juste faire débarquer quelqu'un dans une case, lui faire dire un truc et il s'en va, quoi. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire que déjà, on ne peut pas avoir 5 intervenants, on est obligé d'en avoir 1 ou 2, il faut qu'ils aient un vrai rôle dans l'histoire. Et l'autre difficulté aussi, c'est que souvent en tant que journaliste, nous on apprend à faire des articles avec mettre un maximum d'informations avec un minimum de signes. La BD, en fait, le timing, c'est pas du tout le même. Et du coup, on est très frustré parce que souvent on écrit des articles ou des choses et en fait, ça tiendrait en 45 pages alors qu'on n'en a que 10 maxi. Et il faut, et en plus, il faut, justement, c'est comme ce disait un peu Baptiste, le dessinateur va avoir besoin d'autres éléments pour amener l'histoire, la faire se dérouler, que d'informations pures avec des faits, des chiffres et tout ça qui ne vont pas du tout passer, quoi. Donc, ce n'est pas tout à fait le même type d'information et ce n'est pas le même temps, le même condensé. Et la grosse difficulté pour moi, c'est au début, je vais commencer à écrire mon texte et tout, j'amasse plein d'infos. Puis je vais avoir 4-5 pages de texte. Bon, ça tient pas en 10 pages, c'est sûr, quoi. Et il faut élaguer, simplifier, jusqu'à ce que, en gros, moi, mon truc, il fait une dizaine de pages, je crois. Et encore, ça a été un peu une difficulté. Alors, c'est pas celui-là.
C'est l'autre. Parce que regarde, le dessin que je fais, c'est l'autre dessin. C'est l'histoire du tueur en série. Et en fait, mon scénario, c'est le premier paragraphe. Là. Ça, c'est mon scénario. Tout le reste, c'est le découpage. Donc, c'est la même histoire. Mais voilà, je peux vous le résumer en 2 minutes. Je ne ferai pas super intérêt. Mais... Et après, on découpe, c'est-à-dire qu'on va imaginer page par page, voir. Et c'est toi qui fais ou c'est Romain? Le moment du découpage, alors souvent, des fois, c'est plutôt les auteurs qui le font parce que là interviennent tous les codes de la BD qu'on n'a pas forcément quand on n'en fait pas. Il ne suffit pas d'en lire pour avoir les codes de la BD. C'est vraiment des trucs très particuliers. Moi, je ne maîtrise absolument pas. Mais du coup, on en discute et tout. Et c'est vrai qu'il y a des choses, je ne sais pas, le sens de lecture. En fait, à la fin de chaque page, il faut qu'il y ait un truc qui donne envie de tourner la page. Ou, par exemple, si la page est à gauche et l'autre à droite, on ne pourra pas. Ça a un sens dans l'histoire aussi, c'est pas par hasard. Et du coup, il faut que notre scénario il rentre dans ce moule-là. Mais ça, c'est le problème du dessinateur, j'ai envie de dire. Et en fait, si vous êêtre journaliste, si vous avez envie de faire de la BD reportage, vous commencez par réfléchir à ça parce que c'est vraiment hyper bloquant. Il faut écrire comme voilà, il faut écrire l'article, et puis après, c'est le dessinateur derrière qui propose un découpage, c'est ça. Une version BD. Ouais. Mais dans le découpage, je trouve qu'il y a beaucoup de. C'est là où intervient souvent le conflit. Il y a toutes les infos qui ont été dans l'article ne seront pas reprises. Et ce sera d'autres choix, ça va être raconté d'une différente manière. C'est là où se fait la rencontre. Et c'est là où vraiment il faut faire des concessions, enfin voilà. Baptiste, sur là, Chloé dit c'est difficile, il faut réduire les personnages, il ne faut pas trop d'infos. Des fois, vous, dans la revue dessinée, vous avez des reportages quand même très très denses en termes d'infos. Est-ce que tu veux réagir là-dessus? Justement, moi je me souviens mais je suis un peu folle, hein, j'adore les sujets. Je me souviens d'un truc sur les contrats publics, privés, des choses comme ça, très institutionnelles et tout, moi j'aime bien. Et voilà, c'était hyper dense, vous étiez allés dans plusieurs lieux. Voilà, donc je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Après là, on passe aussi, comme tu disais, je pense que vous êtes sans doute plus attachés au réel et au travail de scénarisation. C'est là où des fois on a des BD, moi je vous montre vite fait par exemple le manifeste des 343, où là on est sur de la on est entre le reportage et la fiction, quoi, où on suit une des journalistes qui a initié le manifeste des 343 salopes, mais où clairement c'est dit dans le préambule qu'ils ont pris des libertés par rapport à la réalité, quoi. Je pense que vous, à la BD dessinée, tu l'as bien dit, c'est beaucoup moins comme ça. Donc, faut-il des personnages? Faut-il pas trop d'infos? Comment... Ouais, non, non, mais c'était très intéressant ce que tu disais juste avant parce qu'effectivement, le fil narratif, et c'était un bon résumé, je pense, de ce que j'essayais de dire juste avant. Le fil narratif, en fait, dans un article, il existe. Le fil narratif dans la BD, il existe, mais c'est juste pas le même, en fait. Et donc, du coup, quand on écrit, quand on a l'habitude d'écrire et qu'on passe d'un coup à de la BD, on n'a pas forcément le sens de ça. Et c'est ce que j'essayais un peu de dire, mais voilà, on pourrait peut-être le résumer comme ça. Et effectivement, pour rebondir aussi à ça, à ce qui vient d'être dit, les journalistes sont trop bavards. Et du coup, je suis journaliste, donc je sais de quoi je parle. Et oui, notre travail, enfin, à la revue dessinée, on passe notre vie à couper, quoi. On coupe tout le temps. C'est toujours trop long, en fait. Il y a toujours trop de texte. Et en fait, on a l'impression que comme ça, on va pouvoir raconter plein de trucs et que c'est super et que machin. Mais en fait, les planches de BD où il y a trop de texte, c'est juste pas possible, quoi. Et alors, une ou deux peut-être, mais si toute la BD est interminable, et voilà. Et donc, c'est vrai que dès le storyboard, typiquement, on va aller à la chasse à fond, essayer de synthétiser, virer ce qui est inutile, voilà, aérer, quoi, aérer le plus possible, faire en sorte qu'il y ait des… Parce que bon, après, ça, effectivement, on rentre un peu dans les codes de la BD qui sont, quand on est journaliste, c'est pas tellement important, mais… Enfin, c'est pas tellement important. C'est pas grave, en tout cas, si on les maîtrise pas. Mais par exemple aussi, il faut des ruptures de rythme, quoi. Donc, dans le dessin, mais dans le texte aussi. C'est-à-dire que c'est bien de temps en temps, dans le dessin, évidemment, il faut parfois une pleine planche et puis parfois des planches plus, voilà, si toutes les planches, c'est toujours le même gaufrier, c'est chiant, en gros. Donc, il faut des variations. Et c'est un peu pareil dans le texte. Il y a des planches où parfois, c'est bien que ce soit assez dense parce que d'un coup, on rentre dans un truc, on explique, voilà, machin et tout. Il faut que derrière, il y ait des planches beaucoup plus aérées ou typiquement, quand on a une planche qui est plein pot avec un seul grand plan, enfin plan large, pardon, au contraire, sur toute une planche,
et en une seule case sur la planche, quoi, et ben, c'est bien d'avoir aussi assez peu de texte pour l'accompagner. Parce que si on a pris d'un coup une grande respiration dans le dessin, mais qu'on l'encombre de 1000 textes, bah, ça sert à rien. Enfin, l'effet est perdu, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est du travail. Mais ça, on est quand même déjà un peu dans le travail de la rédaction en chef et de l'édition, quoi. On n'est pas tellement… Enfin, le journaliste, c'est bien s'il nous livre pas 857 feuillets, quoi. Mais à part ça, c'est plus tellement son boulot. Mais pour donner un peu… Parce que c'est pas forcément évident à concevoir. Alors, dans Topo, c'est encore pire, parce que dans Topo, comme on considère que les jeunes lisent moins, on écrit encore moins, on essaie encore moins d'écrire dans les planches. Et pour vous donner une idée, donc la rubrique claire et nette que je vous montrais tout à l'heure, donc c'est 4 planches en plus sans gaufrier, hein, c'est des planches plein pot, donc théoriquement, on peut y mettre plus de texte. Moi, je livre un texte de 1300 signes environ pour les 4 pages. Voilà. Donc, l'entièreté du texte est présentée sur… il faut que je retrouve Topo. Hop. L'entièreté du texte est représentée sur les 4 planches. Hein. Généralement, il n'y a pas de couple, parce que du coup, je les mets déjà au gabarit, mais que si on regarde… On t'entend plus, Baptiste. Ah, voilà, là, c'est bon, je pense. Je disais, quand on regarde les planches, là, elles sont déjà en fait, assez denses en texte. Elles ne sont pas spécialement aérées, quoi, voilà. Donc là, il y a 1200, 1400 signes, quoi, voilà. Donc c'est déjà… Et en fait, c'est déjà beaucoup pour… Tu dis sur les 4 pages, tu as mis les 4 pages. Ouais. Ouais, c'est déjà dense. Et c'est déjà dense. Ça va très vite. Ça va très vite. Je pense qu'on va passer à s'il y a des questions, peut-être, hein, comme il reste un petit quart d'heure. Tu avais une question tout à l'heure. Oui. J'étais intéressée de savoir dans quel étude vous aviez fait. Donc, Baptiste, c'est Sciences Po Rennes, c'est ça? Oui, moi, j'ai fait Sciences Po Rennes et j'ai fait le CFJ après à Paris. Qui est une école de journalisme. Parce qu'on a des auteurs dans la salle, donc, qui n'est pas journaliste. J'ai fait le centre de formation des journalistes à Paris qui est avec le SJ à Lille que a fait Julie derrière toi. Et ce sont les 2 plus réputés de France. Voilà. Moi, j'ai fait l'IGPA, c'était bien aussi, hein, ça va. Hein. Les filles, alors, moi, rien à voir. Alors, moi, j'ai un BTS tourisme et un diplôme d'agent de sécurité. Donc, voilà mon parcours scolaire. Voilà, donc moi, je suis entièrement autodidacte, hein, pour résumer. et très talentueuse et légitime. Donc, je me sens pas légitime du tout, Voilà. mais j'y travaille. Voilà, donc, moi, je suis autodidacte. Voilà, c'est vraiment par l'expérience que voilà, j'ai acquis mes compétences. Voilà. C'est moi une école de journalisme au Canada. Et peut-être juste pour compléter, parce que c'est peut-être aussi le sens de la question, mais j'ai aucune formation de BD ou scénariste ou quoi que ce soit. C'est vraiment purement sur le tas. Voilà, j'ai commencé à faire des trucs pour Topo. Bon, j'en lis beaucoup, hein, ça se voit derrière moi, mais voilà, j'ai pas spécifiquement de compétences à ça au départ. Voilà. En fait, on est un peu la même génération là en termes d'école et tout, et c'est un peu ce que je disais au début de la rencontre. On est sorti d'école, ça existait quasiment pas, je pense, il y a 10 ans. Hein, mais, en tout cas, en BD. Il y avait eu les piliers, les fondateurs un peu du genre, et ça avait déjà été créé, quoi. Mais effectivement, la généralisation, on n'en est pas là non plus. Mais… Le journalisme, on ne pensait pas trop, quoi. Ah non, jamais entendu parler de ça en école de journalisme. Non. De toute façon, la BD n'est pas tellement un genre noble, considéré comme noble à la base dans les métiers, disons, intellectuels, quoi. Donc, du coup, c'est pas du tout quelque chose qu'on pouvait présenter comme un débouché possible, quoi. C'est quand même une évolution assez récente et assez générationnelle aussi, quoi. Je pense que c'est en train d'évoluer en tout cas là-dessus. Julie, tu avais une question. Alors, moi, ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'en fait, je suis figiste, je ne comprends pas comment je vends en fait mon sujet. Parce que généralement, je vais me dire, ok, je vais plutôt partir sur du reportage, plutôt sur de l'enquête, etc. Et là, en fait, je comprends, j'envoie mon article, et après, c'est repatrouillé entre vous au scénario et après au dessin. Je me dis, mais donc, dans ce cas-là, en fait, je me dis, je propose un sujet à la VN ou à la revue dessinée, comme je proposerais un sujet pour Libé ou pour reporter, et je ne me prends pas la tête à me dire je vais faire du concret et du machin. Quoi. Non, il n'y a pas de… Enfin, en tout cas, pour la revue, il n'y a pas spécifiquement de… Tu nous fais un sino comme tu le ferais pour… Alors après, tu ne vendras pas la même chose. C'est comme si tu vendais un
16 feuillets dans un hebdo ou dans un mensuel plutôt qu'un 3 feuillets dans Libé, tu vois, ça c'est sûr. Mais par contre, oui, c'est un peu le même principe. Et après, une fois qu'on t'a contacté, on t'a dit, bah oui, ce sujet nous intéresse, on va lancer quelque chose, on va faire une première réunion avec le dessinateur, dessinatrice auquel on aurait pensé pour faire le sujet. Et à ce moment-là, une fois que tu nous repitches un peu ton sujet, le dessinateur, dessinatrice en prend connaissance. Et après, tu écris ton texte qui ressemble à un sujet que tu publierais dans un mensuel ou quoi, et qui fait le moins de feuillets possible quand même. Et enfin, il en faut suffisamment pour que ça tienne sur la longueur, mais voilà, il faut, comme je disais, il faut quand même pas trop en mettre non plus. De toute façon, nous, on évaluera dans la façon dont tu nous as pitché ton sujet, dans ce qu'il y a dessus, et si ça tient la route, si ça tient la distance pour être un sujet dans la revue, si on considère qu'il y a suffisamment d'éléments d'enquête, de reportage pour figurer dans la revue. Et si on estime que le sujet nous intéresse, mais qu'il manque des choses, on va en parler avec toi. On va dire, bah voilà, c'est vrai que ça a l'air intéressant, mais est-ce que tu as aussi des trucs sur ci, sur ça? Parce qu'en l'état, c'est un peu trop court à notre sens pour être dans la revue. Enfin voilà, après, ça, c'est plus notre travail de comment on choisit les sujets. Mais si tu lis la revue, tu vas assez vite comprendre voilà, quelle distance doivent couvrir les sujets. Il ne suffit pas de faire juste un reportage à un endroit ou une petite enquête sur un petit truc. Il faut quand même des sujets qui ont un peu d'ampleur. Voilà. Alors, je rebondis juste là-dessus sur 2 points. C'est quand même compliqué de me dire que j'essaie de vendre un sujet qui ferait du 16 feuillets et que finalement je l'écris à 4 feuillets. C'est quand même une gymnastique. Non, mais je dirais qu'il ferait 16 feuillets si tu le vendais pour un. 16 feuillets, je dis un peu n'importe quoi, 16 feuillets, c'est beaucoup, mais. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas un petit papier dans l'eBay. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est plus sur un truc qui tient. Enfin, tu raconteras beaucoup moins de choses dans un petit papier dans l'eBay qu'en BD dans la revue dessinée. Mais tu raconteras plus de choses dans 16 feuillets, je suis d'accord. Et juste l'autre, tu dis, je remets le sujet et après, vous faites comment? Vous prenez dans votre réserve de dessinateur quelqu'un que ça pourrait intéresser. Est-ce que moi, je peux venir avec mon dessinateur sous le bras? Alors, ça, globalement, pas trop. Ça dépend, ça peut matcher, si j'ose dire, mais comme je disais, il y a aussi un regard voilà, de direction artistique et un style dans le trait de la revue dessinée en général, qui fait qu'il y a aussi des dessinateurs, dessinatrices dont le style juste ne marchera pas, quoi, voilà, ou ne correspond pas à cette ligne-là. Donc, globalement, on est plutôt dans la recherche inverse. Mais après, tu peux toujours proposer. Voilà. Mais par contre, si c'est genre une condition sine qua non, ça peut faire capoter le projet. Quoi. Voilà. Si toi, tu ne veux pas faire le sujet avec quelqu'un d'autre que le dessinateur avec lequel tu arrives sous le coude. Chloé, tu peux répondre pour la finale? Oui. Alors, nous, il y a 2 manières d'opérer. Soit tu trouves ton dessinateur, et donc c'est avec lui que tu vends, à qui tu vas vendre ton sujet, et vous reviendrez vers nous avec un synopsis, et puis un storyboard, pardon, une planche finie, qu'on voit à peu près le style et le scénario. Ou alors, tu nous contactes nous avec ton idée, et nous, on s'occupe de proposer, de te mettre en lien avec des auteurs jusqu'à ce que tu aies trouvé. C'est toujours toi qui choisis ton auteur, parce qu'on mise plutôt sur le côté humain que. Après, c'est sûr que si tu choisis un auteur qui ça le fait pas pour nous esthétiquement, ou pas esthétiquement, mais techniquement, tu vois, qui est pas le rendu et pas par rapport à ce qu'on souhaite, quoi. Ça fait capoter le sujet et du coup, tu pouvais pas le savoir en avance, quoi, mais c'est un peu risqué. Mais enfin, voilà, il y a toujours une part de risque, comme il y a 2 personnes, des fois. Mais donc, voilà, les deux Baptiste, à la revue dessinée, tu sais, en magazine, normalement, on dit il y a la règle piche commandée, piche payée, quoi. Vous, si ça capote à mort entre comment ça se passe? Ça n'arrive jamais. En vrai, entre un dessinateur et un journaliste. Non, mais en vrai, ça n'arrive jamais. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a une seule fois un sujet dans toute l'histoire de la revue où il a fallu passer derrière le dessinateur pour réadapter des trucs, des machins. Mais bon, globalement, de toute façon, on n'a pas tellement le loisir de se permettre ce genre de luxe, quoi. D'où le fait aussi que les choses sont cadrées assez tôt et que, en fait, à partir du moment où tu es lancé sur l'autoroute, tu t'arrêtes pas, tu fais pas demi-tour au milieu, quoi. Voilà. Donc il y a un peu c'est en amont qu'on fait qu'on est prudent, et c'est d'où le fait qu'on essaie de vraiment choisir nous-mêmes les dessinateurs, dessinatrices, y compris, et aussi les journalistes. Enfin, je veux dire, voilà, les choix des sujets, de qui les traite, est-ce que c'est, enfin, voilà,
on fait attention à tout ça avant de lancer les sujets, quoi. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a ce rapport au temps qui est un peu différent. Moi, que j'ai mis un peu de temps à comprendre. C'est un peu comme le documentaire, quoi, parce que ça prend beaucoup de temps. Tu disais, quand tu choisis un sujet, il va être publié 6-8 mois après, voire même plus. Toi, Sandrine, c'est pareil, hein, en BD, tu commences à travailler sur un sujet, la BD, elle peut être publiée 2 ans après. Moi, je sais qu'au début, j'avais beaucoup de mal avec ça, ça commence à rentrer. En tant que journaliste, on est habitué à choisir un sujet, allez, dans 1 mois, c'est publié, quoi. Donc voilà, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure. Donc comment on fait faut de l'intemporel, mais aussi comment on peut voir ce qui va être intéressant dans 1 an. Parfois, Et pas trop bouger, en fait. Et qui ne va pas bouger, ouais. Ouais. Il y a deux trucs importants, effectivement, c'est l'anticipation et la pérennité. Donc, il faut forcément, on fait des sujets dans la revue, les sujets, ils sont tous un peu intemporels, ou enfin, en tout cas, il n'y a pas de risque dans les sujets qui sont pris qu'en 1 semaine, des choses fondamentales puissent changer. Voilà, on essaye, si jamais c'est le cas, on va formuler les choses d'une façon à ce que ça couvre un peu toutes les possibilités. Enfin, voilà, c'est un vrai truc auquel il faut être attentif. Et après, parfois, tu peux anticiper. Par exemple, dans 1 an, il va y avoir la Coupe du Monde de foot au Qatar. Donc, tu peux te dire, bah voilà, pour le numéro qui sortira à ce moment-là, ce serait pas mal qu'on ait un sujet peut-être qui tourne autour du foot ou de la Coupe du Monde, enfin, voilà, qui soit un peu en rapport, résonne avec cette actualité qui va arriver en même temps. Et du coup, tu te dis, bon, bah voilà, dès maintenant, réfléchir à quel sujet on pourrait faire, avec qui et quand est-ce qu'on les lance. Or, assez vite, parce qu'en fait, ça arrive effectivement assez vite dans 1 an. Et voilà, bah, typiquement, c'est un livre, donc c'est encore plus long, mais la BD sur le 11 septembre, elle est sortie parce qu'il y avait le 11 septembre, il y avait les 20 ans du 11 septembre. Et donc, bah, voilà, là, on est typiquement sur un projet qui a une date de fin. C'est-à-dire, il fallait que le livre il soit fini et publié avant le 11 septembre 2021. Donc, voilà, le projet, il a réparu dans l'air pour la première fois à l'été 2019. On en a discuté un peu, on a commencé à en discuter sérieusement à l'hiver 2019-2020. Et en gros, là, sa réalisation, elle a pris 1 an, je dirais, entre mars 2020 et mars 2021. Et le livre, il était prêt en mai, il est sorti en 2021, il est sorti en août. Voilà, donc là, on est plutôt sur… et encore, c'est relativement rapide, parce qu'Héloïse Chauchois, la dessinatrice, dessine vite et bien. Et la coordination entre nous deux s'est faite très facilement aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des projets, là par exemple, on a des projets de BD avec la revue dessinée qui doivent sortir pour la présidentielle. On en a plusieurs. Mais on en a un où ça prend plus de temps que prévu, ça traîne, et on commence à craindre un peu de pouvoir vraiment le sortir avant la présidentielle. Voilà. Bien qu'on s'y soit pris en avance. Ouais, comment est-ce que concrètement on bosse sur le terrain? Est-ce qu'il faut adopter des réflexes, on a un peu des réflexes du style prendre des photos spécifiques, prendre des détails, et quand on parle de personnages, est-ce qu'il faut prévenir les personnes qu'on les considère comme des personnages et pas comme des simples intervenants ou intervenantes, et que du coup ils auront une place importante, alors que quand on part en reportage, on interroge les personnes, on n'est pas sûr d'utiliser des éléments, on va utiliser de manière non. Comment est-ce que vous faites concrètement pour bosser avec les gens sur le terrain? Pour la Vilaine, je pense que ces questions-là, ce serait en ce qui concerne la Vilaine, parce que c'est très différent pour la dessinée, mais c'est vraiment des questions qui doivent être posées avec le dessinateur. Pour nous, la première étape, c'est tu as une idée, tu as une envie, tu rencontres un dessinateur qui te rejoint sur ton envie, et ensuite la méthode, c'est vous qui l'avez inventée pour nous. Parce qu'en fonction de chaque… Je pense qu'il y a beaucoup de dessinateurs aussi qui n'ont jamais fait de reportage et qui vont se poser les mêmes questions que toi. Et je ne sais pas, vous avez trouvé certaines réponses, donc il y a peut-être des dessinateurs qui vont vouloir aller sur le terrain, d'autres qui vont dire bah, tu m'envoies les photos, le texte et c'est bon. Il y a Pierre Bunk qui est auteur BD, qui a fait un truc dans le numéro 3. Et c'est Julien Joly qui a écrit le scénario et qui en fait, Julien, moi je l'avais contacté parce qu'il avait sorti un livre sur les histoires de Rennes. Ouais. Et c'est ça.
Et il m'a envoyé, je lui ai dit de choisir, enfin si ça m'intéressait de publier dans la Vilaine à partir de ces histoires qui étaient déjà écrites. Et ça l'intéressait. Il a choisi une histoire, alors je ne sais pas s'il l'a mis nulle part, mais quand il m'a envoyé l'histoire, je me suis dit, oulala, mais ça, je ne vois pas du tout comment il va s'en sortir pour le mettre en BD. Et en fait, c'est Funk a travaillé avec lui et ça marche ultra bien. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour passer de l'un à l'autre, mais en tout cas, Julien, à la base, il avait un texte et ils n'ont pas fait plus de terrain que ça et tout ça, donc il y a peut-être eu des recherches d'images. Mais je pense que c'est vraiment la méthode à définir avec le dessinateur. Tu vois, pour nous, tu vois, le reportage, on a interviewé 2 personnes, on ne savait pas. On leur a dit, on voudrait faire quelque chose sur le planning familial pendant le confinement. Déjà, est-ce que vous êtes OK? Elles étaient OK. Et donc, on a interviewé 2 salariés parce que... qui étaient OK. Voilà, en leur disant, tu vois, on ne savait pas trop si ça allait être des personnages, si ça allait être juste des infos. C'est pas ce qu'on va trouver. On avait Éléonore moi j'ai sollicité d'abord Brenda, qui est la responsable d'équipe, mais qui elle était en télétravail chez elle. On les a chacune eu 2 fois en entretien. Et ensuite, on a interviewé Éléonore comme elle était sur place. Et une fois qu'on avait de notre matière, on a réfléchi comment on la scénarise, qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là qu'on s'est dit, on va suivre Éléonore. Et ce qui fait qu'à un moment, Brenda n'apparaissait même plus. Elle apparaît sur 2 cases, 3 cases. Elle apparaît que à la fin, tu vois. Voilà. Parce qu'elle se passe un coup de fil à un moment. Et c'est vrai qu'au début, on savait. On leur a dit, voilà, on va en faire une BD, on a ce projet avec la Vilaine, est-ce que vous êtes OK? Et on voit après. C'est vrai qu'on leur a pas dit, c'est vrai qu'on n'a pas dit à Éléonore, écoute, tu seras le personnage principal. Ça, on ne savait pas. Après, on leur a soumis la BD une fois qu'elle était terminée, en disant, voilà, est-ce que c'était OK pour vous quand même, voilà. Alors, on a soumis. Ils sont pas intervenus. On a soumis. Moi, j'aime pas trop, ça c'est un questionnement journalistique, soumettre au personnage. Là, c'est que le planning familial, c'est très touchy sur. Tu vois, nous, on mettait les hommes et les femmes et il faut écrire les personnes. C'est plus vraiment là-dessus qu'on a quand même soumis le texte pour ça. Et voilà, c'était des retouches à la marge, vraiment sur des histoires d'écriture inclusive et tout ça, où ils font très attention là-dessus. Voilà. Parce que sinon, on ne fait pas trop relire. Donc, le bâtiment a accepté de participer au projet. Ils nous ont dit que vous avez carte blanche. C'est ça, ils n'ont pas du tout été. On a scénarisé comme on voulait après, à partir des témoignages. Effectivement, on n'a pas dans la on leur a pas dit, tu seras le personnage principal. C'est vrai qu'après, ils nous ont vraiment été hyper ouverts. Mais c'est vrai que c'est bien de prévenir la personne en amont, d'une manière générale. Moi, je sais que sur les entretiens que j'ai faits de Gilets jaunes, c'était le principe, c'était ça. Voilà, je fais le portrait de chaque personne. Donc voilà, tu vas devenir un personnage de BD. Ta vie, on va dérouler ta vie. Voilà. Après, moi, je leur soumettais les storyboards et tout. C'était un travail aussi vraiment très rapproché avec les personnes. Et c'est vrai qu'après, tout dépend du sujet, tout dépend de la personne. Mais c'est des choses, c'est une bonne question. Tu les as vues plusieurs fois, les personnes? Oui, oui, je les ai suivies sur 2 ans. Je les ai interviewées plusieurs fois de manière informelle ou dans un entretien vraiment. Là, c'était vraiment un entretien. On retient ce qu'ils disent, mais oui, j'ai suivi sur la durée plusieurs fois. C'était vraiment un travail très rapproché. Ils ont été concertés à chaque étape du projet. Ouais. Baptiste, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Les gens sur le terrain, on leur dit BD, personnages, tout ça? Non, je crois que vous avez tout dit. Il y a pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est comme un reportage classique. On ne sait pas forcément quand on y va qu'est-ce qu'on va faire de la matière qu'on récolte à un moment donné. Donc, il n'y a pas de règles particulières. Et même parfois, dans les sujets qu'on fait, il y a des reportages qui sont faits par le binôme, avec le dessinateur et la dessinatrice qui va sur le terrain de reportage, ce qui permet de pouvoir dessiner d'après sur place aussi, de faire des croquis et tout, d'après de refaire en dessin assez fidèle. Quand un lieu est important dans la BD qui revient sur plein de planches, c'est plutôt mieux. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Typiquement, la BD sur le 11 septembre, un peu par définition, c'était compliqué d'y aller en reportage. Et du coup, c'est un travail qui a été essentiellement de documentation pour la dessinatrice Héloïse. C'est-à-dire que moi, en fait, en même temps que je faisais le scénario, je lui proposais pour tout ce que j'avais prévu dans le scénario, tout un tas de liens vers des images,
des vidéos, enfin voilà, tout un tas de choses qui pouvaient l'aider, elle, à, dans le dessin, rester enfin, comprendre ce vers quoi on allait, qu'est-ce qu'il fallait représenter, à quoi ça ressemblait en 2001 les choses, etc. Enfin, voilà, vraiment un travail pour aider au dessin. Mais sinon, non, il n'y a pas de règle particulière de reportage et de précision à donner sur… Après, c'est comme dans un article, c'est-à-dire que si quelqu'un vous demande de l'anonymat, eh ben, vous allez lui restituer dans la BD soit en le dessinant autrement, soit en jouant vraiment l'anonymat, ce qu'on fait parfois en BD, en dessinant quelqu'un, en lui mettant une barre noire sur les yeux. Enfin voilà, tout un tas de possibilités. On est presque à la fin de la rencontre, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais juste sur cette question de personnage, le personnage dont on ne parle pas, c'est le journaliste. Souvent, dans nos articles, on s'efface quand même complètement, alors que ça, c'est vraiment des choix où des fois, le journaliste en BD reportage est incarné. Ça, comment tu te poses… Enfin, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Dans la revue dessinée, des fois, on les voit, des fois, non. Dans Les Algues Vertes, par exemple, Inès Léraud, elle est ouais, il y a des… Si, on Ouais, la… Ouais, on sent sa présence. On sent sa présence. Mais des fois, on a vraiment, dans la revue dessinée, on voit le journaliste, quoi. Alors qu'au contraire, d'autres vont beaucoup plus scénariser les choses. Voilà. Quel exemple tu prenais d'endroit où on voit le journaliste? Pardon? Quel exemple tu prenais de BD où on voit le… Dans mon souvenir, Ça a coupé. Il y a l'Odyssée de Hakim. Oui, par exemple, l'Odyssée d'Hakim, ouais. On a vraiment le journaliste qui est… Oui, mais l'Odyssée d'Hakim, alors voilà, c'est un peu différent, effectivement. L'Odyssée d'Hakim, c'est un auteur de BD qui s'est lancé là-dedans et qui se met en scène dans la rencontre et tout qu'il fait, c'est vrai. Mais parce qu'il est… Vous m'entendez ou pas? Ah là, c'est bon. Ouais, ça merde là depuis 2 minutes, je ne sais pas pourquoi. Dans l'Odyssée d'Hakim, effectivement, c'est vraiment un auteur de BD qui fait ça tout seul et qui, du coup, il met en scène aussi effectivement sa rencontre avec ce migrant, aussi parce qu'il est maintenant installé en France et tout. Enfin, ça permet de situer ça aussi. Ce n'est pas juste une espèce de biographie de son voyage. Et donc, je dirais que c'est aussi l'objet qui s'y prête. Et donc, en fait, globalement, c'est ça l'idée. C'est que si ça s'y prête, OK. Mais globalement, enfin, en tout cas dans la revue et dans Topo encore plus, je dirais, on essaye comme dans les articles de presse classique, de s'effacer et de pas du tout mettre en scène le journaliste ou quoi. Après, en fait, si ça s'y prête au sens où si ça dit quelque chose, si ça raconte quelque chose, si ça permet d'expliquer des choses sur un sujet parce qu'en fait, il y a une difficulté de l'accès à l'information, qu'il y a une répression du travail journalistique, typiquement dans Les Algues Vertes, un peu dans Bure aussi, enfin dans le 100 000 ans. Là, oui, mettre en scène le journaliste peut permettre de raconter une dimension qui va être compliquée à expliquer ou plus vague, ou plus… voilà. Au moins, ça va être assez direct pour expliquer ça, donc ça peut s'y prêter. Et parfois, devoir aussi remuer tout un tas de dossiers qu'on cache, etc. Enfin, montrer l'enquête, montrer la difficulté de cette enquête, la difficulté qu'elle a à avancer, fait partie du sujet parfois aussi. Mais la plupart du temps, dans la revue, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, on essaie… Là, on vient de valider un storyboard sur un sujet. On a clairement éliminé du storyboard toutes les citations possibles du dessinateur et du journaliste. On les a effacées, entre guillemets, des quelques endroits où ils pouvaient apparaître, parce qu'on part du principe qu'on peut raconter le sujet autrement et que ça n'apporte rien, si ce n'est d'une espèce de mise en scène un peu… Parce qu'en fait, c'est aussi une facilité de mise en scène, de mettre en scène un journaliste ou dessinateur. Il y a un côté un peu… Je caricature, mais c'est un peu le côté genre… le grand-père qui réunit ses enfants autour du salon et qui dit « Ah, je vais vous raconter une histoire, etc. » Et voilà, et c'est un peu le journaliste et le dessinateur qui prennent par la main le lecteur et qui disent « Regardez, on va vous raconter. » C'est un peu pareil, quoi. Et donc, c'est pas que c'est rédhibitoire, impossible, mais il faut que ça soit utile. Si ce n'est pas utile, il vaut mieux l'éliminer. Voilà. Non, mais Les Algues Vertes, c'est typiquement ça. Les quelques scènes où on la voit, c'est pour ça. C'est qu'on a des intervenants qui ne veulent pas parler et tout. C'est typiquement… Il y a un intérêt, on ne peut pas la raconter autrement. Ouais, tout à fait. Exactement. Si je peux ajouter quelque chose, en fait, je trouve aussi la difficulté de compréhension entre ces deux univers, le dessinateur et le journaliste. C'est que moi, on m'a souvent dit le dessin ne doit pas être là pour illustrer le propos.
le dessin doit raconter par lui-même. Et donc, il y a toute une histoire qui va… En fait, c'est avant tout le dessin qui raconte. Le texte, il vient dans les bulles. Alors aussi, certains dessinateurs vont être réticents à… Des fois, en BD, classiquement, on a la bande de texte, je ne sais pas comment ça s'appelle, où c'est la voix off. Oui, c'est moi, ça. Le commentaire, la bulle de commentaire, le cadre de commentaire. Et là, c'est vraiment c'est presque un échec où le dessin ne raconte pas. Enfin, Sur du reportage, je vois ce que tu veux dire. Et donc, voilà, il faut vraiment laisser une large place au dessin parce qu'on est dans la BD, quoi. Et du coup, céder aussi la place à l'image plutôt que se tenir à tout prix à son information, à contexte. C'est des fois un peu la difficulté. Je parlais des coupes tout à l'heure. Tout ce qui peut se dessiner, on le coupe dans le texte, quoi. Voilà. C'est clairement un des premiers terrains de chasse. Très bien. Est-ce qu'une dernière question dans le… Oui, vas-y. Sur les Baptiste. Est-ce qu'il y aura d'autres speed dating? Ah bah oui, ça m'intéresse beaucoup. On va finir là-dessus peut-être justement. Merci beaucoup Baptiste. Donc ceux qui sont intéressés, là, on a vos adresses mail. Nous, avec Chloé, on voulait vous proposer une rencontre cette fois plus dans un bar. Et Baptiste, tu peux venir aussi, hein, mais entre, je pense, fin novembre, début décembre, on reviendra vers vous par mail, proposer une rencontre cette fois avec vraiment des dessinateurs, des auteurs pour créer du lien. Si vous voulez faire quelque chose pour la Vilaine, c'est cool, mais aussi… oui, ou d'autres projets. Le but, c'est pas de travailler pour la Vilaine. On sera content. On initie des rencontres. Voilà. Au-delà de l'objectif là de la Vilaine, c'est, comme tu disais, au-delà de la Vilaine, c'est de créer du lien entre auteurs, dessinateurs, scénaristes, journalistes, qu'il y a beaucoup d'auteurs de BD à Rennes. Donc voilà, après, si vous proposez des idées à la Vilaine, c'est cool, mais si vous en proposez à la revue dessinée, c'est cool aussi, quoi. Après, l'avantage de ce format, c'est que c'est aussi un test, quoi. C'est plus facile de ne pas se planter sur 10 pages que sur un projet chez un éditeur, là où même 25 pages, il y a moins d'enjeux, quoi. Non, et c'est important, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il faut quand même le dire malgré tout. C'est pas si simple de faire de la BD reportage. Je veux dire, réussir à vendre un projet à un éditeur, c'est pas si simple. Ils vont pas toujours dire oui. Dans la revue dessinée, il y a 6 sujets tous les 3 mois, donc ça laisse finalement pas beaucoup de place non plus. Voilà, donc il n'y a pas 36 titres qui font ça. Enfin, voilà, ça existe, il y a des débouchés, il y a des sujets qui se font. Il n'y a pas tant de journalistes que ça qui s'y mettent, donc il y a de la place. Mais ce n'est pas non plus comme si… Enfin, voilà, c'est plus dur de placer une pige en BD reportage ou de réussir un livre, de réussir à signer un contrat d'édition pour une BD reportage que de placer une pige dans un titre plus classique, je dirais. Il y a moins de débouchés. Donc, mathématiquement, il y a moins de réussite aussi, quoi, voilà. Mais il y a de la place quand même, c'est pas impossible à faire du tout, voilà. Et on peut pas dire oui à toutes les propositions qu'on a, quoi, voilà. Et commencer sur des formats courts, ça peut être bien aussi. On va pas tout de suite faire, je pense pas que tu aurais tout de suite commencé par le jour où le monde a basculé, quoi. Ah non, ça c'est sûr et certain, oui. Je pense aussi ça, c'est que c'est compliqué si on n'en a jamais fait de tout de suite faire un bouquin. C'est pas mal de entre guillemets faire la main sur un premier. Moi, la première fois que j'ai fait un sujet dans Topo, j'ai écrit un article basique, quoi, voilà. J'ai écrit 6 feuillets sur Trump et voilà, et ça a été adapté en BD derrière. Et puis après, à force d'en faire plusieurs, de faire des formats plus petits où je comprenais mieux comment ce que j'écrivais se transformait en BD, j'ai pu voilà. Et même la BD du 11 septembre où je l'ai vraiment scénarisé planche à planche. Mes 10 premières planches, les scénarios que j'ai proposés au début, c'était beaucoup trop long, il y avait beaucoup trop d'infos, je ne me rendais pas compte de la place que ça prenait, etc. Quand j'étais arrivé planche 130, j'étais beaucoup plus à l'aise sur qu'est-ce que je mets, qu'est-ce qui tient, comment il faut que je le dise. Voilà, c'est évident on apprend en faisant de toute façon, quoi, voilà. Très bien. Merci beaucoup. On s'arrête là, je pense. Ouais. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à vous. Voilà. Et merci à vous. À bientôt.